Vous êtes data scientist et vous galérez à déployer vos projets entre différents environnements. Aujourd'hui, je vous montre comment Docker peut devenir votre meilleur allié pour les déploiements fiables, reproductibles et propres. Plus d'excuses en réalité pour ne plus déployer vos projets en production. Plus d'excuses également de ça ne marche pas chez moi. Eh bien, on va voir ensemble pas à pas comment créer finalement un environnement Docker prêt pour vos projets data science, prêt à industrialiser en réalité votre workflow comme un professionnel le ferait. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, avant d'utiliser Docker, ce qu'on faisait il y a de cela 30 ans ou 40 ans, c'était d'utiliser les machines virtuelles qui consistaient tout simplement à émuler dans un gros serveur plusieurs petits serveurs. Et tous ces petits serveurs étaient virtualisés, c'est-à-dire pour justement avoir plus de flexibilité. Ce qui se passe, c'est que une machine, en fait, est en réalité difficile à provisionner. Une machine, c'est dans de gros racks de serveurs. On a besoin de les connecter, de les intégrer. Bref, il y a toute une partie physique qu'on doit mettre en place pour l'alimentation et le branchement. Et tout ça est bien évidemment compliqué. Et en faisant ça, en réalité, on s'éloigne finalement du côté flexible et évolutif qu'on rencontre souvent dans le cadre de l'informatique. C'est là où est intervenue justement l'idée de la virtualisation, c'est-à-dire que on va avoir dans de grands racks de serveurs où les serveurs, ils ont des dizaines de processeurs ou des centaines de gigas de mémoire vive. On va fragmenter, subdiviser virtuellement ces serveurs-là en plusieurs sous-serveurs appelés des serveurs virtuels ou machines virtuelles. L'intérêt de ça, c'est que justement, on va se baser sur les ressources du serveur physique, du gros serveur, mais on va pouvoir découper des serveurs à la taille que l'on souhaite à l'intérieur de celui-ci. C'est ce qu'on appelle généralement un hyperviseur. Vous en avez souvent entendu parler de VMware, qui va gérer notamment tout ce découpage un peu technique. Et nous, en tant qu'utilisateurs, on peut simplement lui dire, j'ai envie d'avoir un serveur avec 8 processeurs, 32 Go de mémoire, tant d'espace disque, et telle image système. Et en quelques minutes, justement, j'ai mon serveur avec mes spécifications qui sont dessus. Ça me permet justement d'isoler chacun des serveurs. Et ça, historiquement, ça se faisait donc très bien. Mais ce qui se faisait également à l'époque dans le cloud, mais n'existait pas encore dans les entreprises. Les entreprises, elles, achetaient donc de gros racks de serveurs. Elles faisaient ça manuellement. Ça leur permettait, elles, même de pouvoir utiliser un parc de machines virtuelles qui se base en réalité sur des serveurs virtuels. Donc l'intérêt de ça, c'est évidemment la flexibilité. Du coup, on peut redimensionner, on peut supprimer, rajouter. Pas besoin d'intervenir donc physiquement. L'autre intérêt aussi de ça, c'est la rapidité de lancement. En quelques minutes, vous avez un nouveau serveur. Donc imaginez demain, il faut déployer une nouvelle application, un nouveau service en interne. On peut le faire en quelques minutes. Pas besoin d'aller brancher un serveur comme on pouvait le faire il y a longtemps. Justement, cette rapidité de lancement qui était rapide il y a cela quelques années, aujourd'hui est devenue un peu moins le cas. Quand on parle de rapidité de lancement, ça peut être quelques minutes, sauf que dans un environnement cloud, où tout est devenu justement scalable et surtout très réactif, le fait d'avoir quelques minutes peut paraître justement beaucoup. Imaginez justement que vous avez un site web qui est assez visité et que d'un coup, vous avez un pic de connexion d'utilisateurs. Cela veut dire que pendant 3 minutes, le temps que votre machine se mette en route s'initialise, potentiellement votre système, eh bien, il devient un peu inaccessible puisque le moment où il y a le pic et le moment où les ressources sont disponibles, il faut attendre quelques minutes. Quand on a des entreprises comme Airbnb ou Deezer qui servent justement des millions de musiques à la seconde, on ne peut pas se permettre d'attendre justement ces quelques minutes. On n'a pas ce luxe-là. Cette rapidité de lancement devient donc très relative. Une machine virtuelle, malgré la représentation un peu formelle qui a été présentée, c'est pas une ressource justement atomique. C'est-à-dire, c'est pas comme un fichier. C'est-à-dire une machine virtuelle où il faut configurer un espace pour le disque, il faut configurer des interfaces réseau, une image système, une image ISO. C'est quand même assez lourd et on ne peut pas justement prendre une machine virtuelle et la déployer facilement. Ce qu'il faut, une image système. Cette image système là justement, il faut la construire, elle est un peu lourde, il faut qu'elle s'initialise. C'est pas une ressource qui peut être vue comme une ressource atomique. C'est là où justement Docker est venu pallier à tout ça. Docker, en fait, se pose dans une couche encore plus lointaine. Au lieu de prendre un gros serveur physique, on va faire tourner des VM dedans. On se place directement déjà dans la VM, qui est potentiellement assez conséquente. Et dans cette VM, on va faire tourner des conteneurs.
Donc, c'est comme si on va virtualiser à nouveau quelque chose qui est déjà virtualisé. L'intérêt de ça, c'est que les besoins des machines virtuelles, c'était surtout les besoins pour des choses justement applicatives. On a besoin de déployer des applications, des services. En fait, on se rend compte que très souvent, ce sont des images Linux, des images similaires, mais à chaque fois, il faut installer des paquets différents parce que l'application, c'est du Java, du Python, et en fait, à chaque fois, c'est le même process. Il faut installer les dépendances, exécuter l'application. Si jamais on a déjà une machine VM, déjà toute prête, on pouvait juste tout simplement exécuter l'application dessus. Si on pouvait répliquer ce même fonctionnement, non pas à l'échelle du système, mais à l'échelle de l'application, ça irait beaucoup plus vite parce que l'application va s'exécuter sur un système qui est déjà en place. Alors que l'ancien système de zéro, une VM, il y a besoin d'un peu plus de choses. Et donc, c'est ça l'intérêt des conteneurs, c'est qu'on va profiter du fait qu'on n'isole pas un système, mais une application. Et du coup, on se base sur un système qui tourne déjà, ce qui fait que lancer un processus ou une application sur un système se fait en quelques secondes. Et au final, le plus long, c'est de récupérer justement, de télécharger l'image, l'application. Une fois qu'elle est là, ça s'exécute donc très rapidement. Du coup, on va passer de quelques minutes finalement, en quelques secondes, en termes de démarrage. Et donc ça change tout. En fait, avec le conteneur, on va pouvoir lancer beaucoup d'applications et scaler très rapidement. Et le gros avantage, c'est qu'on conserve le côté environnement isolé qu'on avait avec les VM. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir quand même isoler les applications sur un même système. C'est-à-dire, je peux avoir une application Java et une application Python. Donc, en résumé, c'est que la virtualisation, c'est plus l'hyperviseur qui le fait ici, mais c'est Docker via sa plateforme qui va virtualiser en guillemets. On appelle ça conteneuriser les systèmes. Ces conteneurs qui vont s'exécuter, peut en avoir plusieurs en parallèle en fonction des besoins, par exemple sur des clusters Kubernetes, sur un seul nœud, un seul VM. Je peux avoir donc une quinzaine, une trentaine, tant que j'ai de la ressource disponible sur mon serveur. Je peux mettre autant de conteneurs que je le souhaite. Forcément, il y a un moment où je vais être capé en termes de ressources, mais là, je peux redimensionner justement des ressources qui sont allouées à chacun des conteneurs. Et pour exécuter un conteneur, j'ai besoin d'avoir une image. Une image contient en réalité un système packagé avec des applications que je souhaite exécuter, installer dessus. Par exemple, si je veux lancer une application Python, je vais avoir une image Python, une image Linux où j'ai installé Python. En général, il y a déjà des images Python, et donc c'est plus pratique. Je fais tout simplement un pip install là-dedans, j'installe mon application et du coup à la fin, j'ai mon image avec du Python et mon application qui est déjà dessus. Et en fait, cette image, on peut la voir comme une ressource atomique. Cette image est stockée quelque part, soit en local, soit dans un registre de conteneurs. Et par exemple, quand je vais avoir mon Docker qui s'exécute quelque part, je vais pouvoir dire à cette image que je viens de créer avec telle application, tu vas l'exécuter. Donc, en fait, on va pouvoir télécharger cette image et l'exécuter sous forme de conteneur. Ce qui veut dire que demain, si je crée une image, je peux l'exécuter n'importe où, ce qui est plus facile que si j'avais une machine virtuelle. Là, je ne peux pas en faire ce que je veux. Si j'ai une image de machine virtuelle, il faut déjà que j'ai le bon système, que je configure un serveur virtuel et qu'ensuite j'installe l'image ISO dessus. Là, avec Docker, tant que j'ai Docker quelque part, je peux récupérer n'importe quelle image. Je peux exécuter donc directement. Donc, l'intérêt, c'est qu'une fois que j'ai ces images, je peux exécuter n'importe où pour peu que j'ai Docker d'installer. Alors, pour construire ces images-là, on utilise en réalité les Dockerfiles. Un Dockerfile, c'est une représentation assez facile pour créer des images système. C'est simplement un fichier test où l'on écrit toutes les commandes pour configurer justement notre image. Le fonctionnement est assez simple. On a une image de base sur laquelle justement on part. Par exemple, est-ce que c'est du Python? Donc, il y a une image qui est très connue qui s'appelle Python Alpine. C'est une image Linux légère où il n'y a quasiment rien dessus, par exemple. Ensuite, deuxième étape, j'écris mes commandes dedans. Par exemple, installer, créer un dossier, configurer, créer un fichier. Une fois que j'ai ce Dockerfile, donc en 3, je fais un build. Le build va me donner une image, c'est-à-dire un système packagé. Mais attention, l'image, ce n'est pas le conteneur, ce qui représente mon application. Pour pouvoir exécuter ensuite cette application, je vais exécuter un conteneur et c'est ce conteneur-là qui va se baser sur l'image que j'ai construite. Le process, c'est j'ai mon Dockerfile, je build, je construis une image et avec cette image
j'exécute un conteneur. L'image, c'est le fichier système qui contient mon système packagé, mais pour l'exécuter, il faut le mettre avec un conteneur. Il y a une relation donc 1-1 avec une image et une application. Donc, exécuter une image Docker, c'est tout simplement Docker Run. Et avec Docker Run, en fait, justement, si je fais Docker Run-P, je relie donc le port de ma machine 5000 au port 5000 du conteneur. Parce que le conteneur n'est pas lié à mon interface réseau par défaut. Si je veux accéder au port 5000 de mon conteneur, je dois d'abord relier l'interface réseau du conteneur à l'interface réseau de ma machine. Donc, en fait, je lui dis, le port 5000 de ma machine va rediriger vers le port 5000 de mon conteneur. Ce qui fait que je peux tout à fait avoir un port du conteneur qui est différent du port de ma machine. Donc, je peux faire du 5000 vers du 8000 ou 80 vers du 5000 ou encore du 443 vers du 5000. Si je suis en HTTPS par exemple. Ce qui permet de pouvoir rediriger des flux de communication entre mon conteneur et mon système. Et une fois que j'ai fait ça, je vais exécuter mon application, mon conteneur va être en stand-by, il exécute mon application Python. Comment ça se structure finalement une image Docker? On part de l'image de base ici, que je spécifie par cette commande-là from Alpine 3.11. Cette image de base, en fait, ici, en mettant Alpine, je lui indique que je pars d'une image Linux de base qui est très léger. Okay? L'avantage d'Alpine, c'est que justement, ça ne pèse que entre 5 ou 6 mégas. Et plus, en réalité, l'image va être grosse, plus ça va prendre du temps à chaque fois pour pouvoir l'exécuter. Par ailleurs aussi, en fait, quand vous allez faire ce qu'on appelle du pool, parce que rappelez-vous, l'image de base, en fait, est sur un registry public. Et donc, on va devoir le récupérer pour pouvoir, par la suite, rajouter des couches et construire donc notre image Docker de notre application. Okay? Pour ça, plus l'image est grosse, plus l'effet de récupération ou de pool va prendre énormément de temps. Tout l'intérêt, justement, quand on fait du conteneur, c'est d'avoir des images les plus petites possibles. Il faut rien installer, en fait, de superficiel là-dessus. Il faut éviter aussi d'avoir des fichiers inutiles qui prennent de la place dans l'image. En général, il vaut mieux partir, justement, des images qui sont les plus petites possibles. Plus vous allez partir d'une image qui fait 400 mégas, par exemple, il y a des chances finalement qu'il soit en fait beaucoup plus grosse par la suite. Okay? Parce que plus vous allez rajouter des commandes, plus l'image va grossir. Donc l'idée ici, c'est d'avoir quand même de partir finalement d'un truc qui est léger et rajouter des couches pour construire votre application. Pour résumer ici, plus vous allez mettre des commandes, plus ça va augmenter la taille de votre image. Ok, maintenant qu'on est parti de notre image de base qui est Alpine, qui est très léger et qu'on a installé finalement tout ce qui est Python 3 et pip3, qu'on a vidé les caches, eh bien, le next step ici va nous permettre donc de pouvoir mettre à jour pip3. Ok? Donc, c'est la commande run pip3. Run pip3 install-upgrade pip va nous permettre justement de mettre à jour justement pip3. Ok? Ensuite, on va copier les fichiers. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer donc un dossier app. Et notre dossier app, justement, ici, on va aller là-dessus. On va aller donc dans ce dossier app là. Et on va venir copier donc la.py ici. La.py ici, c'est juste un API Flask très simple, très minimaliste, qui nous permet de dire tout simplement hello, les AI ingénieurs, sur la route / ici. OK? Tout simplement. Donc, la notion d'API, je l'ai évoquée dans une vidéo entière où j'ai montré comment on pouvait construire une API avec Flask. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-y un coup d'œil, c'est très pertinent. Mais ce n'est pas l'objet donc de la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez donc une API et vous allez containeriser justement votre API. Donc, c'est la démarche. Quand on est sur un projet de machine learning, on crée d'abord l'API qui va encapsuler notre modèle de machine learning. Et ensuite, finalement, on va pouvoir containeriser justement cette API-là. On va pouvoir donc en faire donc une image. OK? Et donc, dans cette partie, ce qu'on se concentre à faire, c'est donc, on crée un dossier donc app dans lequel on copie finalement notre fichier app.py qui contient finalement la définition de notre API. On va le copier dans un nouveau fichier qui sera app.py qui va être du coup présent dans ce dossier app. OK? Ensuite, on va venir faire du run ces deux commandes-là
qu'est-ce que ça fait? Alors, en réalité, ces deux commandes-là nous permettent tout simplement d'installer les commandes comme Flask et GUnicorn, qui sont les commandes en fait dont j'aurais besoin en réalité, qui sont les paquets dont j'aurais besoin en réalité pour pouvoir exécuter de mon API. Okay? Donc, j'ai besoin de Flask puisque c'est Flask uniquement que j'appelle ici, rappelez-vous. Et donc, j'ai besoin de GUnicorn qui va être utilisé justement pour pouvoir exécuter donc cette API. Okay? Donc, toujours avec --no cache -dir. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre finalement et on expose le port 5000. Ok? J'ouvre le port 5000 parce que mon application va se baser en fait sur le port 5000, tout simplement. Ok? Ensuite, on va lancer donc notre API. Ok? Et justement, c'est ce que fait cette commande ci-dessous. Ok? J'exécute le programme principal. Ok? Donc, la commande GUnicorn app va me permettre donc d'exécuter le programme principal. Et donc, il y a un point d'attention à faire ici, c'est que ne jamais justement lancer votre application en daemon, jamais exécuter justement en arrière-plan. Le conteneur a vocation en réalité à être bloqué, c'est-à-dire à être en stand-by par l'application qui est en cours actuellement. Okay? Si jamais je lance mon application, il faut que je le lance justement en arrière-plan. Sinon, mon conteneur va démarrer et une fraction de seconde après, il va stopper. Il faut donc laisser en fait l'application principale en suspens parce que le conteneur est relié en fait à une application. Donc, si l'application ne répond plus, eh bien le conteneur estime que l'application s'est terminée et donc il n'a pas vocation à durer éternellement. Donc, il va se terminer tout simplement. Okay? C'est pour ça que justement l'application dans un conteneur doit toujours être bloquante et ne pas être en arrière-plan. Okay? Alors, l'utilisation du daemon, en fait, est assez rare et réservée finalement au cas d'utilisation des machines virtuelles. Okay? Voilà comment notre image Docker, on l'a construite donc très simplement avec les éléments que j'ai évoqués avec vous, notamment de partir des images de base qui sont très légères et à partir de là, vous allez venir installer les éléments nécessaires pour pouvoir notamment installer Python 3 au pip 3 et par la suite installer, mettre à jour donc le pip, créer votre dossier, copier le fichier dans lequel vous avez défini votre API, le copier dans ce dossier-là. Par la suite, tout simplement, installer les packages qui sont nécessaires pour pouvoir construire votre API, ouvrir et exposer donc un port spécifique donc, sur lequel votre application va se baser. Ensuite, finalement, exécuter la commande pour pouvoir finalement mettre en route votre application. En bonus, ici, ce que j'aurais pu faire tout simplement, je vais vous montrer. J'aurais pu par exemple supprimer ici mon Dockerfile et je vais faire simplement ici, je suis dans le bon dossier. Alors il faut que j'aille dans le bon dossier déjà. Et une fois que je suis dans le bon dossier, je fais Docker init. Et vous allez voir, Docker init, en fait, va me poser plein de questions. Docker init, en fait, en réalité, soit vous construisez vous-même l'image Docker, ou vous utilisez Docker init, qui va vous poser plein de questions. Et en fonction des réponses que vous allez lui donner, il va construire lui-même une image Docker optimisée par rapport à ce qu'il trouve, en fait, dans votre dossier, comme API. C'est une commande vraiment magique que je vous invite à utiliser, donc, et en abuser si nécessaire. Alors, donc, ici, vous voyez, il me demande Let's get started. What application platform does your project use? Donc, quel type d'application votre projet utilise? Donc, je vais utiliser finalement les commandes de navigation ici. Et je vais choisir Python. OK? Quelle version de Python voulez-vous? Donc, justement, moi, je peux partir sur du 3.9. Donc, je clique sur Entrée. Sur quel port? Donc, on a parlé tout simplement actuellement d'ouvrir un port justement et de l'exposer. Eh bien, il me demande sur quel port je veux justement que mon application puisse justement se baser. Et là, ici, je vais lui dire par exemple, donc pareil, je vais lui dire 5000. Et là, il me dit quel type de commande vous utilisez donc pour pouvoir exécuter votre app. Donc, rappelez-vous, hein, on avait utilisé donc pareil GUnicorn parce que justement en fonction de quel type de
de package vous utilisez pour construire votre API, eh bien la commande ne sera pas la même. Et lui ici, il a détecté très simplement ici, parce qu'on avait Flask, que forcément, on va passer par JUnicorn. Par contre, si vous passez par Flex API, c'est Uvicorn, je crois. Donc, ça va être différent en fonction de quel package vous utilisez pour construire votre API. Et donc, ici, Docker Init est très intelligent. Il me propose finalement, est-ce que je vais utiliser JUnicorn? Je vais toujours entrer ici. Et là, vous allez voir ce qui s'est passé ici. Il m'a créé un fichier compose.yaml. Compose.yaml, en fait, permettra tout simplement d'avoir plusieurs images Docker en réalité. Ok? Donc, c'est comme son nom l'indique, il compose finalement plusieurs images Docker ensemble. Comme vous le voyez ici. Ok? Vous allez pouvoir combiner, en fait, notamment, lorsque vous avez des bases de données ou plusieurs applications, eh bien, compose.yaml vous permettra justement d'avoir donc votre Docker Compose qui permet donc d'avoir finalement l'interaction de plusieurs applications en réalité. Ok? Et là, vous voyez ici qu'il m'a créé finalement l'image Docker, bien optimisée en fait, avec les éléments nécessaires pour pouvoir donc exécuter mon application. Ok? Avec également un README qui m'a rajouté un Docker Ignore. En fait, il met en place toutes les bonnes pratiques en réalité pour pouvoir exécuter ou containeriser votre application dans le cadre d'un projet pratique. Ce qui est bien avec la commande magique Docker Init, c'est qu'en plus de vous fournir les différents éléments pour construire justement, pour containeriser votre application, il vous donne également la commande à utiliser pour démarrer cette application-là. Et donc, c'est la commande que vous voyez à l'écran, Docker Compose Up-build. Donc, c'est ce qu'on va faire ici tout simplement. Je vais enregistrer ça et je vais exécuter la commande. Vous allez voir, cela va exécuter finalement les différents éléments de mon application et je vais pouvoir tout simplement ici aller regarder en fait ce que donne mon application sur ce lien là. Donc je clique là-dessus, je fais open et sur cette application vous allez voir finalement les différents éléments de votre API. Cette partie donc je voulais tout simplement vous montrer comment on exécute finalement notre application qui a été containerisée via Docker. Ok? Alors, ce qui est top ici, c'est qu'une fois que vous avez exécuté votre application, il vous demande en fait d'aller le voir finalement dans Docker Desktop. Ok? Si vous passez directement par ici, vous allez avoir une erreur. Ok? Par contre, si vous passez par Docker Desktop, comme il vous le dit ici, vous tapez simplement V dans la commande et vous allez donc ouvrir en faisant ça votre Docker Desktop. Ok? Donc là, vous allez en fait dans votre Docker Desktop et comme vous voyez ici, on a tous les éléments pour pouvoir finalement visualiser en fait notre application, l'arrêter. Bref, vous avez donc le desktop pour pouvoir manager finalement votre application. Ok? Et si je clique sur le lien qui est là, vous allez voir, en fait, ça va vraiment m'amener vers une page qui va tout simplement m'indiquer Hello les AI ingénieurs. Ok? Donc, comme vous le voyez à l'écran, on a bien ce qu'on avait mis en fait dans notre application, Hello les AI ingénieurs qui apparaît bien à l'écran. Donc voilà comment très rapidement vous pouvez containeriser votre API, pouvoir l'exécuter et pouvoir voir le rendu de votre API en local déjà pour vous convaincre que votre application marche bien pour par la suite le déployer dans le cloud. Vraiment la porte d'entrée vers tous les éléments de mise en production parce que ça nous permet finalement de pouvoir containeriser nos applications et les isoler pour les exécuter rapidement dans le cadre des démos ou dans le cadre finalement de l'utilisation pratico-pratique justement de notre application. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez afin qu'un maximum de data scientists puissent s'en imprégner. Si cette vidéo vous a plu, je pense que vous aimerez également la vidéo qu'on a fait entièrement avec Brice, qui est un tech lead data, qui nous partage les mots qui minent les data scientists en réalité, avec les clés pour vous permettre donc de pouvoir gagner en autonomie dans la mise en production de vos projets. Dans cette vidéo, de vos différents aspects qu'il vous faut maîtriser en réalité pour augmenter votre capacité de mise en production afin justement de pouvoir propulser votre carrière sur ce marché qui est de plus en plus à la demande des profils capables de mettre en production des projets data ou spécialement d'IA. Et donc ces notions sont nécessaires justement si vous voulez
avoir cette capacité et devenir ce genre de profil. Et donc, avec Brice, on évoque ces éléments-là. Je vous invite à consulter la vidéo entièrement, à vous concentrer là-dessus, à appliquer les différents éléments qui ont été échangés, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir obtenir des capacités dans la mise en production. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut.